commencé ma vie professionnelle en étant prof à HEC. Je suis rentré dans le privé, rentrant dans l'équipe qui a été chargée de la restructuration de Boussac-Saint-Frère. J'y ai été directeur général adjoint chargé du développement. J'ai décidé de migrer et je suis allé prendre la responsabilité d'une affaire qui s'appelait Balzan, qui était le leader sur le marché français de la moquette. Le patron du directoire du groupe, qui s'appelait Georges Jolès, m'a proposé soit de partir continuer ma vie avec le groupe de Porter comme dirigeant de Balzan, soit de prendre la direction générale d'Yves Saint-Laurent pour hommes. Et j'ai préféré prendre cette voie-là. Ceci a été le point de passage pour moi dans le secteur de la mode. En 1995, je suis allé rejoindre un groupe bancaire qui s'appelait la SOPAF, qui venait de reprendre le pôle sport de Pirelli, dans lequel il y avait Kawe, Eder et Superga. J'ai d'abord été président du directoire. Je suis passé président du conseil de surveillance et à ce moment-là, on m'a proposé de prendre la responsabilité d'un groupe textile en difficulté, dans lequel il y avait des marques comme Pierre Cardin pour hommes, Georges Rech, etc., que j'ai restructuré et j'ai vendu mes parts fin 2001. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré en joaillerie. J'ai à la fois restructuré la maison Mauboussin d'un côté et j'ai appris le métier de joaillier de l'autre, puisqu'en fait pendant un an, Patrick Mauboussin m'a formé tous les jours au métier de la joaillerie. J'ai appris à développer des collections avec lui et j'ai commencé à diriger donc la maison début 2002. La placer dans la modernité, le monde avait changé, considérablement changé au cours des 15 dernières années, que c'était un monde où la place de la femme avait considérablement évolué. La femme envisageait la gestion de sa consommation d'une manière totalement différente et où je pensais que le métier de la joaillerie ne s'était pas vraiment adapté. 10 ans avant, disons d'une manière assez simple, le produit de luxe dans sa globalité, le bijou en particulier, était une espèce d'objet acheté essentiellement par l'homme, soit pour lui-même, soit pour sa belle, mais quand tout est à cause, il achetait un trophée. Mais il y avait beaucoup plus de femmes qui, elles, commençaient à considérer qu'elles devaient assumer leur avenir, assumer leur consommation, considérer le bijou comme un produit de création qui allait quelque part exprimer leur émotion de l'instant et qu'elles allaient assumer comme une espèce de seconde peau. Et les caractéristiques de l'équation économique étaient forcément très différentes parce que si je suis susceptible de pouvoir acheter quelques millions d'euros un trophée, c'est clair que lorsque je veux acheter un objet qui va m'accompagner dans ma vie sociale de femme, qui va exprimer mon émotion du moment et qui va quelque part me permettre de projeter une certaine image de moi-même au milieu environnant, le prix auquel je suis prêt à l'acheter est finalement pas si loin du prix auquel je peux essayer d'acquérir un sac Prada ou une paire de chaussures Louboutin, etc., etc. Et au fond, ça voulait dire qu'il fallait replacer le bijou dans une zone de prix située en gros entre 500 et 3000 euros, parce qu'en dessous de 500 euros, c'est pas le métier d'un grand joaillier de la place Vendôme, en sachant qu'au-dessus de 3000 euros, on avait vocation à continuer bien évidemment à faire ces objets, mais qui ne représenteraient plus le quotidien en fait du métier de la maison. Je me suis lancé dans une politique de création, d'abord renouvelée, en sortant des collections tous les ans, parce qu'au fond, cette femme qui achetait avant 2 tenues par an, puis 4, au rythme des saisons et au rythme de ses émotions, qui change de sac, qui change de chaussures, elle a tendance à considérer le bijou non pas comme un accessoire au mauvais sens du terme, mais comme un accessoire de sa personnalité au bon sens du terme. Et cet accessoire, on peut avoir envie de l'acheter au moins une fois par an, peut-être plus, ce qui justifie qu'il y ait des nouvelles collections qui sortent chaque année. Et ça, c'était une vraie première révolution. La deuxième révolution, c'était de rendre ce produit accessible, c'est-à-dire rentrant dans cette plage de 500 à 3000 euros. Et il fallait faire une autre révolution à la maison, c'était celle de retravailler les taux de marge de manière à rendre à ce produit-là son accessibilité normale, c'est-à-dire son juste prix, transformation considérable du business model de la maison, décision d'autant plus difficile à prendre que vous sortez d'une maison qui perd 20 millions d'euros avant. Donc en fait, il faut être quand même extraordinairement courageux pour entreprendre cette révolution. L'actionnaire le fut. Ce faisant, à quoi bon avoir un joli produit et à un bon prix si vous ne le communiquez pas? Donc on a décidé en 2004 de mettre le prix sur la publicité, de lancer des campagnes de publicité
impactante, créative, différente. Les autres marques de luxe à l'époque se disaient que la communication institutionnelle ne devait être jamais centrée sur le produit. Ma conviction à moi, c'est qu'il fallait que le produit soit omniprésent pour que l'émotion soit omniprésente dans la création publicitaire. Mais en tout état de cause, si la femme est ma cible, c'est-à-dire si c'est à elle que je prétends vendre ma création, il est préférable que je lui mette le prix sur la publicité de manière à casser le frein qui serait le sien, à pousser la porte du magasin pour venir essayer l'objet et voir s'il lui convient vraiment. Le problème, c'était d'arriver à désinhiber quelque part le comportement du consommateur. Et puis l'étape suivante de la révolution a été de diversifier les supports publicitaires utilisés de manière à ce qu'effectivement, une fois que le message publicitaire était clair, on ait plus de chances d'atteindre notre future cliente là où elle se trouvait. Donc on est passé de la presse magazine de mode à la presse people, de la presse people à la presse quotidienne, de la presse quotidienne au mur des villes, des murs des villes au sous-sol des villes, du sous-sol des villes à la télévision, de la télévision au web et du web à la radio. Et on a fait le tour, en fait, de l'éventail des médias de communication qui permettent de toucher la femme au moment où elle a une certaine forme de disponibilité pour recevoir un message de création et un message de rêve et un message d'envie. Au fond, le message de Mauboussin, c'est quoi? C'est « Viens rêver avec nous ». La marque est plus connue aujourd'hui qu'elle ne le fut il y a 10 ans. Un indicateur relativement objectif. On est passé d'un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros à un chiffre d'affaires cette année de 60, en l'espace de 6 ans, puisqu'en fait les 2 premières années ont été des années de mise à niveau, où je me suis beaucoup concentré sur la rentabilisation. On ne fait pas de miracle, mais on est parti d'une situation où on perdait 20 millions d'euros pour sortir à un niveau où on doit sortir à peu près 2 millions d'euros d'EBITDA positif après 17% de dépenses de com, donc avec une volonté de l'actionnaire d'investir constamment sur la croissance. Le business model qu'a voulu Dominique Frémont, l'actionnaire de référence de la maison, c'est un business model de profit. Enfin, ça n'est que la croissance qui peut véritablement permettre à une entreprise d'exploser en termes de rentabilité. La question, c'est pas de vouloir que le luxe soit plus accessible, c'est tout simplement d'abord de s'interroger sur ce qu'est le luxe. Le luxe, c'est en fait l'excellence, l'originalité de la création. C'est ça le luxe. Pourquoi faudrait-il considérer qu'un ghetto de gens très riches soient les seuls à avoir le droit à l'excellence et à l'originalité de la création? Au nom de quoi? Au nom de la justesse, de l'injustice. On ne devrait pas aborder le XXIe siècle avec ce genre de sentiment qu'au fond, il n'y a de salut que dans la capacité à s'isoler de d'autrui. Moi, je crois qu'il n'y a de vraies valeurs que dans le partage. Ne cherchons pas des raisons supplémentaires pour justifier de fausses inégalités. C'est essentiellement au détriment de la marge, il n'y a aucune espèce de différence en ce qui concerne la qualité. C'est au détriment de la marge, c'est sûrement au prix d'une société dans laquelle la compression de la structure fait que quand je conçois l'objet, je suis aussi celui qui achète le matériau. Et par conséquent, si vous voulez, on est dans une maison qui continue à être gérée, comme étaient gérées ces maisons, il y a probablement 60 ou 70 ans tout autour de la place. Et j'accepte de travailler au juste prix, c'est-à-dire à la juste marge que je peux tirer. De tuer quelle image de marque? De tuer l'image de marque de la création en étant probablement celui qui crée le plus de nouveaux produits. Bon, la puissance de la création, c'est en fait d'avoir le produit de l'air du temps. Ce qui est tuer l'image, c'est de donner le sentiment à la femme que la joaillerie qui est créée, elle ne peut pas l'assumer, qu'elle ne peut pas le porter, que ça n'est pas pour elle. Et qu'au fond, ça n'est réservé qu'à quelques stars qui vont, dans ces objets extravagants, exprimer la plénitude de leur névrose sur les marches du Festival de Cannes. Je me suis contenté de réinstaller un métier en le présent. Je ne crois pas que vous pouvez regarder le temps présent en le regardant dans une espèce de lanterne magique où vous avez envie de vous projeter 2 siècles en arrière et en vous disant « Ah oui, la joaillerie, j'aimerais bien être encore au temps du 19e siècle. » C'est pas vrai, la vie a changé, le monde a changé et la joaillerie est un métier qui doit être rentré dans le temps présent. Donc j'ai pas cassé les codes du luxe, je me suis contenté de comprendre et d'adapter la maison au code du temps présent. Et je n'ai pas une espèce de démarche qui me fait dire la prochaine étape de la destruction du temple, ça sera ça. Non, parce qu'au fond, c'est pas le débat. Il faut que la société de ce début du XXIe siècle acquiert de la sagesse dans la manière avec laquelle elle va devoir
prendre le temps présent et le maîtriser. Et il faut que les maisons, qui ont tout un rôle social, gèrent l'avenir de la société qui la concerne. Elsa est une femme qui était une cliente préalablement. À un moment donné, je me suis dit, bien qu'en fait je sois contre le principe des égéries, parce que je pense que toutes les femmes sont mes ambassadrices, donc pourquoi une plutôt qu'une autre? Je me suis dit, après tout, prendre dans mon réservoir de clientes une femme qui est connue et lui demander de faire une campagne qui est quand même une campagne très portrait. C'est un clin d'œil à mes clientes en leur disant quelque part, ça je pourrais le faire avec chacune d'entre vous. C'est un hommage que je leur rends à toutes en disant, le bijou ne se sublime que sur la main de celle qu'il porte. Et le bijou en tant que tel, quoi que puissent dire les créateurs les plus échevelés, le bijou est certes extrêmement important, mais celle qu'il porte est plus importante. Toutes les femmes sont des femmes au boussin à partir du moment où elles ont pris conscience qu'elles sont toutes belles, qu'elles sont toutes séduisantes, qu'elles ont toutes quelque chose à dire à l'univers qui les entoure, et qu'au fond, elles ont quelque part tous les droits, parce que personne n'a le droit de les juger. Complètement par fonds propres. La particularité de cette affaire, c'est que Dominique Frémont, qui est donc l'actionnaire de référence, qui a une véritable mentalité d'entrepreneur, à chaque fois qu'il a fait des opérations, il y est resté pour un minimum de 15 ans, et c'est toujours quelqu'un qui s'est donné un objectif au début et qui a attendu le moment de l'atteindre. Quand il a pris nos boussins, disons grosso modo autour de 10 millions d'euros, 12, il s'est donné comme objectif de faire 100 millions d'euros et de donner à la boîte les moyens lui permettant d'atteindre ces 100 millions d'euros en disant, au fond, j'attends qu'elle atteigne ces 100 millions d'euros en 10 ans. Ce qui était extrêmement ambitieux, probablement un peu utopique, ce qui sera peut-être vrai, il fallait quand même être extrêmement courageux pour le faire, parce que entre 1999, avant que j'arrive, et aujourd'hui, il a quand même injecté dans la maison plus de 85 millions d'euros. C'est un vrai parcours capitaliste, au sens noble du terme, avec un entrepreneur qui considère que le développement, la restructuration, la vie des affaires, c'est une affaire d'entrepreneur. Ça représente beaucoup pour moi, c'est la seule cause fondamentale sur la Terre qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. Je suis un enfant de l'immédiat après-Shoah et je pense que, au fond, il n'y a rien qui existe sans la vie. La paix est indispensable. J'allais presque dire quel qu'en soit le prix. Trop de gens se battent au fond pour des chimères. Quand je vois qu'on enrôle des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'enfants dans des combats impossibles, sans aucun autre but, au fond, que la folie meurtrière des hommes, je pense que c'est le seul combat qui justifie qu'on s'y implique. Permettre à Clara d'exprimer le mot paix en 16 langues sur un bracelet et d'imaginer que sur la surface de la Terre, il y ait peut-être demain des milliers et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui portent ce bracelet pour témoigner de leur engagement et de leur militantisme pour la paix, ça justifie que je le fasse et ça justifie que je sois à leur côté dans ce combat.